Bonjour, c'est JCEP d'Œil d'Actu. Donc, dans le cadre donc, de notre projet donc là, sur la méditation, donc l'idée était de vous présenter différents intervenants. Et donc aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter donc Vincent Follet, qui anime des programmes de méditation. Et là, l'intérêt, c'est que c'est en prison avec l'association Mindfulness Solidaire. Et donc, on va découvrir l'utilisation, la pratique de cette méditation dans un autre contexte habituel. Bonjour Vincent. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter simplement et présenter ton parcours? Oui, donc je m'appelle donc Vincent Follet. Donc, comme tu l'as dit, je suis actuellement instructeur de méditation avec l'association Mindfulness Solidaire, pour laquelle on intervient donc en prison, mais également en centre d'hébergement et auprès des travailleurs sociaux et soignants qui accompagnent ces personnes. Voilà, donc j'ai un parcours de travailleur social. Je suis éducateur depuis une quinzaine d'années. Je suis arrivé au métier d'éducateur pas par la ligne habituelle, on peut dire, puisque à l'origine, j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai travaillé comme ingénieur pendant environ 5 ans dans l'énergie éolienne. Et donc, je faisais pas mal de bénévolat à côté, dans la rue, auprès de personnes SDF. Et donc, très rapidement, je me suis dit que c'était là ma place, que c'est ce que je voulais faire comme travail. Donc, j'ai changé de métier donc, il y a de ça 15 ans. Donc voilà, un parcours d'éducateur. J'ai travaillé dans différents domaines, mais principalement avec des personnes précaires à la rue, directement à la rue auprès d'eux, dans des centres d'hébergement. Et depuis 8 ans, donc, je suis éducateur à l'association Gaïa à Paris, donc un centre de soins en addictologie, donc auprès de personnes donc, avec des comportements addictifs, comme on dit, donc plutôt D'accord. psychomanes. Voilà. Et D'accord. Donc là, j'interviens oui. en prison pour cette association également. D'accord. Donc là, oui, reconversion complète, hein, totale. Comment s'est passé, si on peut dire, ta rencontre avec la méditation? Et puis après, j'aurais une deuxième question, c'est comment tu pourrais définir simplement la méditation aussi? Ok. Ma rencontre avec la méditation, donc ça s'est fait il y a une dizaine d'années par différents biais. J'avais lu des bouquins, j'ai déjà lu le bouquin de Kerouac qui s'appelle Les clochards célestes, donc qui parle de méditation, principalement de méditation zen. Et par la suite, j'avais lu un livre d'un de ses copains, Alan Watts, qui s'appelle Le bouddhisme zen. Et donc, c'est des bouquins qui m'ont beaucoup parlé, beaucoup interloqué. Et en parallèle, donc, je suis pratiquant d'aïkido, donc un art martial traditionnel japonais. D'accord. Et donc, par aussi ce biais-là, je me suis intéressé à la culture japonaise et donc au zen. Et donc, j'ai fait mes recherches. Donc, j'habite en région parisienne. Mhm. Et j'ai vu qu'il y avait on appelle un dojo zen à Paris, géré par l'AZI, l'Association Zen Internationale, donc qui a été créée par Deshimaru, un japonais qui est venu en France il y a une cinquantaine d'années, D'accord. dans les années 70. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la méditation zen à l'origine. Et donc, dès le début, je me suis mis à pratiquer de façon quotidienne. Voilà. Donc, ça a été la première point de rencontre avec la méditation. D'accord. Et Et puis, suite à ça, en fait, donc, j'ai pratiqué régulièrement, tous les jours. Et puis, j'ai entendu parler de la méditation de pleine conscience et puis de protocoles de soins ou de protocoles qui étaient plus axés pour des problématiques diverses. Donc, le ouais, premier, le programme MBSR, donc ouais, le pour la gestion du programme stress, oui. exactement, donc créé par John Kabat-Zinn. Donc, j'ai lu, on m'a offert un bouquin de John Kabat-Zinn, j'ai lu et ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, donc, comme je disais, je travaille dans l'addiction, donc un éducateur dans l'addiction. Et donc, j'ai entendu parler d'un programme plus orienté vers l'addiction, un programme qui utilise la méditation de pleine conscience, axé sur la méditation de pleine conscience. Et donc, je m'y suis intéressé. J'étais observateur sur un de ces programmes. Voilà, D'accord. je me suis dit que ça pouvait aussi être une autre porte d'entrée dans mon travail. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me former donc à la méditation de pleine conscience pour pouvoir animer des groupes.
Des groupes, ouais, c'est parti d'une pratique, donc une découverte personnelle. Et ensuite, voilà, par rapport à ton métier d'éducateur, tu t'es dit, tiens, pourquoi pas lier les deux? Et toi, comme maintenant tu es pratiquant donc de méditation, comment tu pourrais expliquer? Alors, je sais que c'est pas facile cette question à chaque fois. Comment expliquer, avoir une définition simple de la méditation? Parce que je sais que c'est très personnel, souvent Oui, c'est les- assez personnel. Euh, la méditation, c'est peut-être, j'aime bien dire ça, j'ai lu ça récemment, ça permet d'entrer dans le flow, c'est-à-dire de pouvoir, on dit, se relier à l'expérience, se relier à l'expérience qui se passe instant après instant, c'est-à-dire, voilà, hop, entrer dans la vie, quoi. Plutôt que Ouais, d'être toujours dans le mental, dans l'anticipation ou dans le regret du passé, ou les pensées du passé, vraiment s'ancrer dans le présent. Et le présent, c'est pas quelque chose de fixe, de stable, donc c'est vraiment une expérience qui s'écoule, c'est un flow. Et donc, c'est ouais, vraiment se rentrer dans le flow comme on se jette dans une rivière et qu'on se laisse embarquer dans le courant. Donc, il y a ce côté-là. Donc, dans la méditation de pleine conscience, on définit la méditation comme cette intention, ce choix, cette décision de poser son attention sur cette expérience qui se déroule instant après instant. d'accord, Donc, voilà. bien sûr, c'est difficile, ça demande un entraînement, un entraînement de l'esprit. Donc, comme une activité sportive, on peut dire, on entraîne son esprit à se relier à cette expérience. Et donc, pour ça, il y a différentes techniques, même si le terme n'est pas forcément toujours approprié, mais oui, de techniques qui permettent voilà, de se relier à cette expérience, de s'ancrer dans le présent. Et donc, principalement, au début, on fait des méditations focalisées sur un objet d'attention. Donc, le plus connu, c'est la respiration. D'accord. On focalise sur l'attention sur la respiration et on reste présent plutôt aux sensations liées à la respiration ou à différentes sensations, ou même Au à bruit l'ouïe, au extérieur, bruit, ouais, au bruit extérieur, ou ou d'accord. extérieur. Voilà. C'est Et ce qu'on petit m'avait à petit, défini. voilà. Et Et petit à petit, toi, hein, comme ça, on peut ouvrir sa focale d'attention, ouvrir au maximum pour englober l'ensemble de l'expérience et être dans voilà, un état d'ouverture. d'accord. Et toi, alors, donc là, après, toi, tu étais pratiquant, tu t'es dit, tiens, par rapport mon métier là, d'éducateur pour les addictions, au niveau du programme de formation pour être instructeur de méditation, combien de temps ça dure, à peu près, cette formation? Bah, ça a pris. C'est un processus qui est assez à long terme. Moi, si on veut pour l'instant, il n'y a pas encore de formation, comment dire, qui sont reconnues par l'État. Donc, chacun se Ouais, forme un peu. Il y a des institutions qui sont plus reconnues au niveau mondial et par le secteur, si on peut dire. Moi, je me suis formé auprès de l'ADM, l'Association du développement de la mindfulness, qui dépend donc de l'université américaine qui a développé la pleine conscience, qui fait beaucoup d'accord. d'études sur le sujet, mais il y a d'autres centres de formation. Donc, si on fait les choses sérieusement, ça prend quand même du temps, plusieurs années. Donc, on fait Ouais, d'abord un cycle MBSR. Après, il y a plusieurs étapes, plusieurs modules de formation, sachant on s'engage aussi à pratiquer tous les jours, à faire des retraites en silence de minimum une semaine, au moins une retraite par an. Voilà, donc ça prend aussi un temps pour ancrer sa pratique, pour maturer un peu ouais. son projet. Et aussi, c'est aussi une aventure de découverte de soi-même aussi, où on va petit à petit se permettre d'aller chercher aussi en profondeur nos motivations, nos intentions. Voilà. Ouais, Et donc aussi, voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise. C'est pas du jour au lendemain. Tiens, je deviens instructeur en méditation. C'est déjà le parcours personnel et après cette formation continue. Et je suppose que tu te formes encore, Vincent. oui, oui, la formation, elle dure après toute sa vie. Donc, principalement, bah, donc, une pratique quotidienne, ça c'est bien sûr. Continuer à faire des retraites et puis continuer à se former. Il y a après des mentorats. On est suivi par des pratiquants un peu plus échelonnés que nous, si on peut dire. D'accord. Voilà, tout le long de son parcours. Donc, oui, c'est une formation permanente. Et au niveau de l'association, donc Mindfulness Solidaire, ça fait combien de temps que tu travailles avec eux et quel est leur objectif au niveau de cette association? Donc, c'est par le via de ma formation d'instructeur MBSR que j'ai connu Mindfulness Solidaire, donc l'un de ses co-présidents, Alexis de Souche, voilà, avec qui je suis rentré en contact en fin de l'année 2018. Voilà, et donc j'ai fait leur formation pour être instructeur du programme de notre programme de Mindfulness Solidaire en janvier 2019. Et assez rapidement, j'ai pu intervenir en prison, à la prison de Meaux Choconin, dès fin février ou
début mars 2019. D'accord. On va dire ça fait un an et demi. Un an et demi. Donc, j'ai pu faire 4 programmes à la prison de Meaux. Un programme fait 8 semaines. D'accord, donc voilà, c'était ma question, hein, c'était comment tu interviens, ouais, la durée, les fréquences. Donc, c'est programme de 8 semaines, c'est ça? C'est des programmes de 8 semaines. Donc, en fait, on sait beaucoup des programmes pardon, basés sur la méditation de pleine conscience sont de 8 semaines, puisque le programme originel, si on peut dire, c'est le programme MBSR qui est lui-même basé sur 8 semaines. Voilà. D'accord. Et combien d'heures combien d'heures par semaine? Donc, c'est des séances hebdomadaires. Le mieux, c'est de faire 8 séances consécutives sur 8 semaines consécutives. Mais après, bon, il peut y avoir une semaine d'alternance, mais le mieux, c'est de faire assez rapproché. Et c'est des séances qu'on a adaptées à la prison, donc entre 1h30 et 2h. Donc, on va dire 1h45. On les cale sur 1h45. Après, bien sûr, on dépend des aléas de la prison, Oui. des blocages, de l'arrivée des détenus ou pas, voilà, de différentes difficultés liées à la prison. Mais on va faire une séance d'1h45 environ. Ça va Et donc, dépendre aussi de l'état d'esprit des détenus pendant la séance qui joue aussi beaucoup. oui. Et comment ça s'est passé justement cette approche? C'est-à-dire, je suppose que l'association a dû se rapprocher de la prison pour présenter son programme, c'est sur du volontariat. Comment ça fonctionne? Donc, déjà, le programme de l'Info Solidaire, c'est un programme euh, qui est basé sur trois piliers, donc la méditation de pleine conscience, les cercles de parole et d'écoute, et ce qu'on appelle, c'est un terme qui est difficile à traduire en français, l'empowerment, donc qui est tiré des méthodes de coaching, des outils de coaching. Donc, c'est D'accord. ces trois axes-là. Et en fait, pour ça, on s'est inspiré d'un programme qui existe aux États-Unis, qui a déjà été, qui a lieu en prison depuis plusieurs années, qui a été Mhm. mis en place par Fleet Mall. Donc, c'est un programme qui s'appelle le Path of Freedom. Voilà, Fleet Mall, qui est un ancien détenu, qui a été lui-même détenu, qui était pratiquant de méditation et qui a, en tant que détenu, à l'intérieur, a voulu créer un programme pour faire pratiquer ses co-détenus. D'accord. Donc, Et sur ces trois, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires? il y a des volontaires, oui, oui, donc petit à petit, après, c'est le bouche à oreille Ouais, fait. Les séances sont plutôt appréciées des détenus. Au début, on nous regarde de façon un peu bizarre ouais. avec notre méditation. Il y a des rires, un peu de la gêne ou un peu de moquerie. Euh, et puis, au fur et à mesure, les détenus se laissent porter. Et c'est aussi un moment de respiration. Ça permet un petit peu de s'évader, entre guillemets, de la détention. Et puis, c'est vrai ça après aussi, c'est aussi lié à mon travail d'éducateur, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une recherche de création d'alliance avec les détenus où on va vraiment, voilà. On n'est pas là pour leur dire ce qu'ils ont à faire, on n'est pas là Ouais. dans une volonté parce que des fois on nous dit mais vous êtes là pour nous canaliser. Non, pas du tout, on n'est pas sur des questions morales, on est plutôt pour leur proposer Ouais. des outils, même si le terme n'est pas toujours satisfaisant, mais des outils qui vont leur permettre après de faire leur propre choix, de se trouver des espèces de liberté, d'être plus conscients d'eux-mêmes et de conscients de leurs choix, de leurs actes, etc. Est-ce Mais qu'après, tu as après, sur des, le. oui. Est-ce que tu as des retours positifs? Parce que je suppose après, vous avez des échanges. C'est quoi les principaux retours positifs des différents détenus par rapport à la pratique? Il y a des choses qui reviennent ou c'est vraiment individuel? Comment c'est? Oh, ça, c'est individuel, ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est vrai que les principaux retours, c'est sur euh, avoir, mieux gérer le stress lié à la détention, mieux gérer les relations avec les autres, ça revient assez souvent, Ouais, dans la relation à l'autre, dans la relation avec les surveillants, avec les autres détenus. Là, il faut savoir que la prison, c'est un lieu quand même de grande violence, avec beaucoup de violence entre détenus, des violences qui n'est pas forcément physique, mais au moins de violence verbale, moins de tension avec les détenus, avec les surveillants. C'est un lieu très bruyant. Et, et donc, ça, de mieux gérer la détention, c'est un retour ouais, qu'on a souvent. Et aussi, après, on travaille beaucoup avec des détenus qui sont dans des programmes de réinsertion professionnelle. Donc, c'est dans le lien aussi avec des futurs employeurs ou les autres, dans les ateliers, les formateurs, les autres formateurs, par exemple. Euh, ça, c'est des retours qu'on a. ouais. Plus dans le lien, dans une meilleure facilité de communication.
Ouais, mais c'est bien. Puis oui, parce que là, j'imagine, oui, le stress, les relations avec les autres, le fait de dire, voilà, je vais après me réinsérer comment, ça peut, oui, ça, ils se focalisent sur eux, ils savent ce qu'ils peuvent faire, connaître leurs limites et mieux gérer. Exactement, connaître les limites, c'est vraiment aussi un point important. On travaille beaucoup sur ces limites, justement. Et Comment, c'est ouais, vraiment cette connaissance de soi-même qui va nous aider à prendre des choix plus volontaires et pas toujours être mené par des automatismes, par des schémas de réaction, pas toujours dans la réaction, mais plutôt on parle beaucoup de responsabilité, cette notion ouais. d'être responsable de nos actes, quoi, de faire des choix en conséquence. Choix en conséquence. Puis alors en plus, voilà, choix en pleine conscience. Voilà, on est dedans. Alors là, le confinement, bon, confinement compliqué pour tout le monde. Bon, bah, pour les détenus, ils sont déjà confinés. Mais toi, par rapport à est-ce que tu as pu exercer avec ce confinement? Comment ça s'est passé? Donc tous les programmes en prison ont été arrêtés. Ouais, Ça, c'était lié au confinement. Donc dès le début du confinement, tous les programmes en prison ont été arrêtés. Bon, ça, c'était assez un peu dommage et dommageable pour les détenus, mais donc on a dû tout stopper. Voilà. Donc après, donc à Manifeste Solidaire, ce qu'on a ensuite décidé, mais ce qu'on faisait aussi déjà, c'est de proposer des programmes du coup aux accompagnants, puisque ouais. donc on travaille en prison, mais on travaille aussi avec des personnes SDF. On a travaillé dans des centres d'hébergement, par exemple, ou avec des personnes migrantes. Mhm. Et donc, c'était de proposer, puisqu'on avait plus du mal à avoir accès, si je peux dire, aux bénéficiaires, c'était de proposer aux encadrants, aux accompagnants nos programmes, donc qu'on fait à distance via Zoom, justement, en D'accord. distance. Et t'as réussi? Bon, je suppose que les modalités pédagogiques, c'est pas pareil parce on n'est pas au même endroit. Faut gérer déjà ces différences. Mais est-ce que ça se Oui, passe mais ça bien? se fait plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Ça se fait plutôt bien. Maintenant, donc, dans le milieu de la méditation de pleine conscience, les gens se sont beaucoup propose beaucoup de programmes entiers ou de séances via Zoom, donc en distanciel, D'accord. en visioconférence. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit tous que là, on peut maintenir cette présence, même à distance également. Également, et oui, ça n'a pas été ouvert par contre dans les prisons. Il n'y a pas des salles où ils ont été en visioconférence et ouais, Non. Des propositions qu'on a fait au SPIP, par exemple, donc c'est le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Actuellement, bon, en prison, c'est quand même assez ouais, difficile, donc il y a beaucoup de choses à gérer et bon, pas ce genre de ouais. choses, même si à mon avis c'est assez important, mais Ça devait voilà, pas être dans les priorités, je dirais, ouais, malheureusement. Ouais. c'est ça. Donc là, on n'a pas encore trop de retours, on espère pouvoir recommencer courant de l'été ou peut-être à l'automne, plutôt à l'automne, ça paraît plus réaliste. Toi, Vincent, t'es en région parisienne là. Oui, Donc ouais, zone rouge. Donc là, pour le coup, ouais. Donc oui, là, on sait pas du tout. Hein. On sait pas du tout. De toute façon, en juin, est-ce que c'est pas à la rentrée en septembre? Oui. Donc t'as pas du tout de perspective par rapport à ça au niveau des timings. non, on n'a pas beaucoup de perspectives par rapport à ça, on n'en a déjà pas, voilà, pour la reprise de l'école pour les enfants, donc non pas pour la reprise en prison non plus. On On ne est sait pas bien du tout d'accord. ce qui va se passer. Donc on attend, on est en lien avec les structures avec lesquelles on travaille. Du coup, on va commencer un programme avec Ares qui nous a fait par exemple intervenir à Meaux. Ares, c'est une entreprise d'insertion donc, D'accord. qui intervient à la prison de Meaux et qui nous ont fait intervenir donc, sur leur programme de réinsertion pour les détenus. Donc là, du coup, on commence un programme avec les professionnels de Ares prochainement, Ouais, voilà. Donc c'est bon. Ah, et ce sera en distanciel. en distanciel. En distanciel, Pendant un premier d'accord. temps. Voilà. Bon bah c'est bien. On a déjà vu un petit peu comment ça se passe. Hein. C'est plutôt intéressant. Hein. Est-ce que tu as un message à transmettre particulier, Vincent, pour par rapport à cette interview? Un message particulier, non. Je voulais juste quelque chose qui me revenait, peut-être sur ma motivation, peut-être d'intervenir en prison. C'est vrai que, comment dire, dans mon travail d'éducateur, comme je le disais, ça fait plusieurs années que j'interviens en prison, donc avec des gens qui ont des problématiques pardon, d'addiction et donc qui se retrouvent incarcérés, souvent liés à leur consommation, donc que ce soit Ouais. vol, violence, etc.
Et en fait, avec ces personnes-là, mon travail d'éducateur, c'est de monter des projets de sortie pour voilà, pour essayer de profiter, si on peut dire, de ce temps de détention pour créer un projet de sortie. C'est par exemple trouver un hébergement, partir en post-cure pour les gens qui ont des gros problèmes d'addiction, etc. Ouais. Et ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années, c'est que les personnes sont souvent très motivées et s'engagent vraiment dans les projets. Parce que le travail d'éducateur, c'est de partir vraiment sur la demande des personnes, s'engagent vraiment sur leur projet. Et en fait, au moment de sortir de la prison, ce qui se passe, c'est que finalement, vite, le projet est oublié et ils vont repartir sur des anciens mécanismes, d'anciens Ouais. travaux. Et du coup, ça a été vraiment toute cette réflexion que j'ai eue autour de ça, alors que je sentais quand même que les personnes étaient vraiment motivées, que ce n'était pas juste histoire de Ouais. sortir plus vite ou quoi que ce soit, qui se lançaient sur ce genre de projet. Et voilà, donc je me suis dit, est-ce que je ne devais pas réfléchir aussi à des nouveaux outils, des nouvelles façons d'approche pour permettre aux personnes non seulement de construire un projet euh, sur le papier, si je peux dire, physiquement, mais aussi mentalement. Voilà. Mentalement et ensuite, oui, parce que c'est vrai, ils sortent, ils se retrouvent souvent dans le même environnement qui les rattrape, les mêmes automatismes. Et c'est vrai que si avec les programmes de méditation, tu as réussi à faire ce travail sur eux, ça, toi, pour dans ton métier d'éducateur, par rapport aux addictions, tu as vraiment vu des résultats positifs par rapport à la méditation? Donc c'est encore assez récent, mais oui, en tout cas, c'est un sujet qui revient beaucoup en prison. Il y a beaucoup de réflexions sur les addictions, sur la consommation, puisque dès le début du programme, pardon, on parle d'automatisme, de schéma de fonctionnement et de toutes ces habitudes auxquelles on ne réussit pas, qu'on ne réussit pas à transformer, qu'on aimerait transformer, mais qu'on ne réussit pas à transformer. Et donc, du coup, les addictions reviennent beaucoup. Donc après, ça reste un Ouais. travail à long terme. Et donc, on a des retours qui sont plutôt positifs. On a les participants voilà, sont contents, si je peux dire, de participer aux séances. Ouais. On a tous ces retours positifs. Et on a aussi voilà, ce ressenti de petits changements qui se passent, principalement dans le groupe, dans le contact avec les personnes. On voit une évolution. Pour nous, ça, c'est vraiment C'est positif, ça, hein. très positif. Est-ce que toi, tu vois à ton niveau par rapport en tant qu'éducateur qui fait de la méditation, tu vois que ça se propage dans les différentes prisons en France? Est-ce que c'est quelque chose qui reste marginal ou ça commence à prendre? Non, non, ça commence à prendre. Il y a différents projets à différents endroits. Donc, nous, pour Mindfulness Solidaire, on est intervenu à Meaux et à Lille. D'accord. Voilà, pour l'instant, on a des pistes pour intervenir dans d'autres prisons. Mais il y a d'autres projets qui se font dans différentes prisons, même depuis quelques années. Le problème, pour l'instant, c'est que c'est de façon un peu sporadique. Voilà, Ouais. des essais, c'est pas forcément toujours continué. Et aussi, la grande force de Mindfulness Solidaire, c'est d'avoir voilà, pris des années pour monter un programme un peu spécifique qu'on adapte à chaque fois, D'accord. qu'on a pu faire évoluer. Ouais. Voilà. Bah écoute, je mettrai en tout cas les coordonnées de l'association. Vous êtes combien de membres dans cette association de Mindful Solidaire? On est une dizaine de membres, D'accord. une grosse dizaine de membres, douzaine même. Bon, bah écoute, je mettrai. En tout cas, bah merci Vincent, c'était très intéressant parce que c'est vrai que on peut avoir la présentation habituelle des présentations de MBSR, de méditation, mais cette approche dans les prisons, c'est complètement différent. Les retours de tous ces détenus qui finalement, bah, ça leur fait quand même du bien. Ça leur permet peut-être de mieux s'insérer, d'où l'intérêt aussi de cette méditation. Je montrais, il y a l'intérêt pour les enfants, pour les adultes, voilà, pour tout le monde au final. C'est vrai. Il y a aussi ce fait qu'on dit aussi beaucoup dans le travail social, c'est qu'il y a on voit pas forcément toujours le résultat de nos actions. Oui. Il y a ce fait voilà, de semer une petite graine et puis après les choses vont continuer à maturer dans les individus qu'on a rencontrés. Mais il n'y a pas forcément toujours ce retour direct. Oui, oui, tu peux pas, c'est pas comme un examen, il n'y a pas des cases à remplir et puis on donne une note. Là, effectivement, c'est Exactement. de la pratique. Puis voilà, vous savez pas si après, est-ce que ces automatismes, est-ce que les gens vont les faire, est-ce que ça les aide? Mais en tout cas, ça peut pas non plus ne pas avoir d'effet au final si c'est bien réalisé. Bah écoute, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Vincent. Ça permettra, d'avoir aux spectateurs, bah, une autre approche et je mettrai, comme je t'ai dit, le lien de l'association, pour que les gens puissent, bah, s'ils sont intéressés par cette démarche, s'ils sont éducateurs et que tiens, la démarche ils veulent associer à la fois le rôle d'éducateur et pourquoi pas la méditation, ils peuvent aussi rentrer en contact avec toi et via cette association. Voilà. On propose actuellement des formations justement pour devenir instructeur à Mindfulness Solidaire. Donc, il y a une formation avec le centre de formation Eutimia, donc un centre de formation reconnu en MBSR, en méditation de pleine conscience, donc, qui aura lieu en novembre 2020. 2020, bah écoute, très bien, tu as passé le message. Je le remettrai dans l'intitulé de présentation. Et puis, bah écoute, l'intérêt, c'est de diffuser cette info. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Gisèle.